Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisné, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Atomic Leaders. Aujourd'hui, on reçoit une personne avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler en tant que client à la grande époque, qui est Morad. Salut Morad. Salut Romain. Merci beaucoup de te plier à l'exercice. Ça fait un petit moment qu'on essaie d'enregistrer cet épisode ensemble et on a eu des sujets de calendrier à cette période de l'année qui est un peu chargée là-dessus. Moi, Morad, je suis hyper content de t'avoir avec moi parce que en fait, on a été finalement en contact pas mal dans ma vie précédente. On a eu un parcours un peu similaire en audit et puis en compagnie. Et puis, tu as évolué dans différents environnements, sur différentes fonctions, et ça m'intéressait d'avoir ta vision sur ces sujets du leadership. Donc, merci beaucoup de venir partager avec nous. Avec plaisir. Alors, le podcast, il est assez simple. On va passer 30 minutes ensemble. Tu parles en ton nom et pas celui de ta boîte. On va pas couper. On essaie de garder la totalité. Et puis, on essaie de viser un maximum d'authenticité et un maximum de valeur. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas préparé en détail les éléments. Au début, il y a des questions génériques, puis après des questions qui vont arriver finalement de façon random. Donc, je t'ai expliqué le fonctionnement. Et puis, l'idée, c'est de répondre de façon la plus straightforward possible pour donner un maximum de tips, de convictions et de valeurs aux personnes qui nous écoutent. C'est bon pour toi pour les règles? Très bien. Super. Écoute, tu nous racontes un peu comment tu es devenu le leader que tu es aujourd'hui? Ouais, du coup, en fait, donc moi j'ai commencé ma carrière dans l'audit où j'ai suivi en fait les différents grades dans le cadre d'un cabinet d'audit où j'ai dû faire à la fois l'audit financier et le conseil. Donc voilà, en fait, j'avais déjà en fait quelques aspects de management dans ce cadre-là, mais avec des collaborateurs un peu plus jeunes, en fait, des personnes plutôt récemment diplômées, etc. Donc le management, en fait, il n'est pas du tout similaire par rapport à ce que je connais aujourd'hui avec des profils euh, un peu plus expérimentés, avec des attentes un peu différentes, Ouais. donc, et des complexités aussi qui peuvent être professionnelles et notamment RH qui sont euh, euh, complètement différentes. Euh, donc voilà, en fait, moi, j'ai commencé ma carrière euh, voilà, en audit à la fois chez Deloitte et PwC. Ensuite, bon, j'ai atterri maintenant, en fait, il y a 4 ans et demi, euh, dans un des leaders de l'assurance vie au Luxembourg, chez Cardiff. Euh, et donc, euh, voilà, en fait, c'est un petit aperçu, en fait, de mon parcours. Aujourd'hui, donc c'est intéressant. Donc, tu avais des équipes en audit qui étaient plutôt des équipes par mission, et aujourd'hui, tu as des équipes fixes, tu as des équipes projet. Comment ça marche dans ton rôle de management? Exactement. Donc, en fait, j'avais des équipes quand j'étais en audit qui étaient un peu, à chaque fois, en fait, sur chaque mission, j'avais des équipes un peu différentes et donc des profils un peu différents à gérer en fonction de la mission, en fait, que j'avais à gérer. Ensuite, aujourd'hui, c'est une équipe stable de quasiment 20 personnes, Mhm. d'environnements différents. Donc, j'ai des actuaires, en fait, dans l'équipe à gérer, mais aussi des analystes financiers, des comptables également. Euh, donc, oui, avec un niveau de seniorité aujourd'hui qui est beaucoup plus important des profils que j'avais auparavant. Que tu avais en audit, effectivement. C'est intéressant, peut-être pendant cet épisode, qu'on puisse faire le parallèle entre peut-être sur les questions, ce qui est plus vrai ou moins vrai en fonction des populations, parce que c'est vrai qu'en audit, comme tu le dis, souvent c'est du management de jeunes diplômés, même si après ça évolue et ça c'est un petit peu différent.
toi, globalement, sur le management, sur ta signature managériale à toi, c'est quoi les deux, trois grandes convictions que toi, tu as pu te poser après toutes ces années sur ces sujets-là? Moi, en fait, la première, je pense, conviction, c'est plus l'écoute. En fait, Mhm. je pense en fait il faut savoir écouter, et c'est une règle en fait qui s'applique quelle que soit la population que nous avons à gérer. Ouais. La première chose, c'est vraiment d'écouter les attentes en fait des différentes personnes, essayer Mhm. de repérer leur, euh, leur point fort en fait, leur zone en fait d'excellence, mais également en fait les zones sur lesquelles en fait les différentes personnes souhaitent progresser. Et donc c'est très important pour moi euh, d'écouter et de répondre à la fois aux attentes des collaborateurs sur le plan progression de carrière, les faire évoluer sur des choses qui pourraient les intéresser dans la mesure du possible, mais aussi en fait concilier avec les attentes du management. Donc à chaque fois, il faut essayer d'avancer sur les deux volets en parallèle. Et je pense, c'est une conviction là, si j'ai une conviction que j'arrive à appliquer dans les deux contextes, c'est bien celle-là. Donc en fait, c'est l'écoute. Ensuite, enfin l'écoute que ce soit avec les collaborateurs, mais aussi avec le management. Ensuite, en fait, l'observation. Donc, en fait, observer un peu un peu comment les différentes personnes travaillent, c'est quoi leurs points forts, comment les différentes personnes interagissent entre Mhm. elles. Et derrière, en fait, voilà, faire la synthèse aussi avec les objectifs qui me sont établis, en fait, en tant que management par mes supérieurs. Euh, Afin d'essayer de les atteindre en fait dans de bonnes conditions, en respectant aussi les qualités de chacun. Ok, super. Toi, globalement, dans ta carrière, est-ce que tu as eu des mentors ou mentoreux, des super leaders que tu as croisés, soit parce que bah, c'était tes chefs, soit parce que tu les as vus évoluer à côté de toi, et si oui, quelles qualités finalement ces personnes avaient? Tu arrives à en identifier quelques-uns? Ouais. Voilà, mes mentors et j'ai l'impression que en fait c'est des profils en fait qui sont un peu différents en fonction justement de la période où on se situe. Ouais. Donc en fait, si on regarde en fait là pendant les 4 premières années de ma carrière chez Deloitte, je me rappelle très bien d'une personne qui était très technique, très Mhm. compétente, qui m'a vraiment marqué, et je pense jusqu'à aujourd'hui, je suis je suis très reconnaissant par rapport à tout ce elle a pu m'apporter techniquement dans l'apprentissage, et ça Ok. tombait bien parce que je sortais d'école, etc. Et je me rappelle très bien, en fait, c'était... T'arrives à nous donner un nom ou c'est top secret? Oui, S'il y a des gens super, on veut savoir, hein, c'est qui ces gens? moi, c'est une personne de Deloitte qui était à Deloitte Strasbourg, qui est maintenant chez Deloitte en France, qui s'appelle Julia Marie, Ok. euh, et, et qui était, avec qui on a beaucoup travaillé sur les aspects, on va dire, SOX, Ok. sur des clients, en fait, en US Gap. Voilà, Donc c'est une ça, c'est tes personne avec premiers qui mentors. j'ai développé en fait également des amitiés. Donc voilà. Ensuite, ben, en arrivant chez Price, bon ben, j'ai dû, j'ai dû rencontrer en fait déjà pendant l'entretien, en fait, j'ai pu rencontrer la personne avec qui j'ai travaillé justement la majeure partie en fait de ma carrière chez PwC, avec qui on partage beaucoup de valeurs, notamment les valeurs humaines. Euh, et euh, allô? Ouais. Ouais. Euh, euh, ouais. Du coup, en fait, elle a beaucoup de qualités humaines. C'est une personne qui sait justement tirer le maximum en fait des différentes personnes, cibler en fait les points forts et et euh, et voilà. En fait, je pense qu'elle a aussi pu tirer le maximum de moi-même sur sur cette période-là. Euh, et qui m'a fait justement apprécier l'assurance vie, parce que moi, quand je suis arrivé chez PwC, j'avais aucun background en assurance vie, et le fait de travailler avec cette personne, ça m'a donné l'envie, et je me suis aussi en fait inspiré dans la façon de travailler au quotidien, dans la façon comment j'interagis avec mes équipes, etc. Ok. Super, merci beaucoup.
Si c'est OK pour toi, on peut commencer avec les questions, hein. Donc évidemment, il n'y aura pas de transition, elles seront un peu random, mais on va les prendre comme elles viennent. Voilà, la première question qui arrive, c'est qu'est-ce que toi tu testes dans l'animation de ton collectif? En fait, il y a différents sujets sur justement le management, mais dans le rôle du manager, il y a une logique d'animation d'un collectif, surtout que maintenant on a des collectifs qui sont en télétravail, en hybride, etc. Et donc se pose la question de l'animation du collectif, des rituels, des choses qu'ils mettent en place. Et du coup, c'est quoi toi la façon que tu as d'animer ce collectif, peut-être des choses que tu voudrais tester, enfin, où t'en es là-dessus, toi? Ben, les choses que c'est vrai aujourd'hui, en fait, on a des modes de travail euh, très, on va dire, très complexes. On se retrouve plus, enfin, on se retrouve pas dans le même endroit tous ensemble. Et, euh, et du coup, enfin, aujourd'hui, je trouve que malgré justement, en fait, cette façon de travailler un peu hybride, il faut trouver des solutions, en fait, pour regrouper toutes les équipes ensemble. Donc, d'abord, en fait, j'essaie de travailler, en fait, sur des thématiques, donc essayer Mhm. voilà, de rassembler, en fait, les personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques ensemble sur des périodes bien définies. Ok. Euh, Ensuite, ce que je souhaite aussi en fait mettre en place, c'est aussi en fait des moments en fait même que ça peut être par Teams de coffee break ou des choses comme ça. En fait, on peut se retrouver tous ensemble, avoir des discussions un peu plus ouvertes. Euh, voilà, c'est très important parce qu'aujourd'hui en fait on est dans un environnement, on est très pris au quotidien. Là aujourd'hui, quand on regarde en fait nos agendas, c'est très pris, mais on pense pas à ces petites choses en fait qui pourraient, enfin, qui pourraient être très importantes en fait pour la cohésion de l'équipe. Et donc, enfin, ça coûte rien en fait à bloquer quelques moments, je sais pas, dans une semaine, 15 minutes, une demi-heure pour regrouper tout le monde en fait autour d'un call Teams avec un coffee break peut-être. Euh, euh, et enfin, pas parler de tout et de rien et pas forcément que de Donc, côté tu et de bloques des plages, problèmes tu, professionnels. Ouais. tu bloques des plages de rien, en fait, hein. C'est un Ouais. peu ça la méthode. Comment, je prends la question d'après, comment tu pilotes le suivi des personnes qui sont dans ton collectif? Alors là, c'est intéressant parce que c'est un peu différent parce que tu viens d'un monde où on pilotait à la mission avec des feedbacks à la mission. Tu es passé dans un monde où on fait plutôt des feedbacks à l'année ou périodiquement, etc. Comment toi, tu fais ton cycle là-dessus? À quoi tu fais attention? Est-ce que tu as des choses que tu mets systématiquement en place dans ce processus justement de pilotage de la performance et du développement des gens qui bossent avec toi? Ouais. En fait, sur la mission, enfin, sur mon expérience précédente quand j'étais, que ce soit chez Deloitte ou chez PwC, comme tu disais, c'est plus en fait par rapport à la mission. Donc, avant même de démarrer la mission, les équipes en fait savent déjà en fait ce que j'attends d'elles en termes d'objectifs et ce qu'on veut atteindre comme résultat. En essayant en fait d'expliquer justement les difficultés, les particularités des clients en De la fait en mission. question, etc. Et pour moi, ce qui est important, c'est de mettre les équipes à l'aise en fait à venir alerter d'une manière très ouverte, d'une manière très ouverte et systématique à chaque fois qu'il y a un souci. Ça permet en fait justement de remédier à chaque problématique en temps et en heure. Mhm. Euh, Là, en fait, voilà, depuis 4 ans chez Cardiff, du coup, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc, Mhm. c'est plus une performance sur la durée. Donc, j'essaie à chaque fois de repérer les enjeux un peu structurels euh, que peuvent avoir en fait les différents collaborateurs. Donc, que ce soit une migration, un projet, euh, des changements en fait de processus, des choses comme ça. Mhm. En plus en fait de de la tâche quotidienne qu'une personne peut avoir, essayer de responsabiliser sur des choses en fait qui dépassent justement cette tâche quotidienne Mhm. et justement c'est sur ces aspects-là que, que les différentes personnes peuvent apporter quelque chose d'exceptionnel, que ce soit à elles-mêmes ou au département et d'une façon plus globale à l'entreprise.
Voilà, enfin, une fois que justement les projets en fait sont définis et du coup en fait les objectifs et les attentes sont aussi en fait partagés avec les équipes. Donc, j'insiste bien sur le mot partager Ouais. euh, parce qu'en fait l'atteinte des objectifs n'est pas exactement en fait c'est pas exactement la même définition que l'atteinte des objectifs en fait par rapport à des missions un peu sur une durée plus courte. Donc une fois que tout ça est bien compris par rapport aux équipes, ben, on fait des points de suivi sur le moyen long terme pour suivre un peu les avancées, Oui, de façon voir trimestrielle ou semestrielle. Ce qui ouais, est intéressant dans l'approche que tu amènes, c'est que c'est marrant parce que comme tu viens d'un monde où on était par mission et que chaque mission était un peu un projet, dans ta fonction après, tu fais bien la différence entre ce qui est du run, c'est ce que tu appelles la tâche quotidienne, c'est ça, ouais, et le projet derrière. Et c'est intéressant parce que tu identifies le projet comme la zone de dépassement potentiel. Hein, c'est un peu ça, hein, je vois. C'est-à-dire, en fait, il y a le run. Celui-là, en fait, bon, il peut y avoir de la surperformance parce qu'on exécute bien, etc. En fait, ce que je comprends, c'est que tu essayes de trouver des zones de potentiel de déplacement dans les projets périphériques pour que les gens aillent chercher des points au-dessus de la moyenne, un peu comme les options au baccalauréat. C'est ça que tu fais, hein? exactement. Ok. C'est exactement ça. Pour moi, en fait, pour exceller, il faut dépasser un peu la performance standard, on va dire, en fait, qui doit être atteinte facilement si on respecte, en fait, des processus et des choses bien établies. Pour exceller, en fait, dans sa fonction, ben, pour moi, hein, il faut essayer d'apporter quelque chose de nouveau, sa petite touche. Euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on repère les futurs managers de demain et les personnes qui peuvent apporter d'une manière structurelle à la compagnie. Ok, super, intéressant cette logique de d'option là là-dessus, j'avais jamais vu formalisé comme ça. Là, je fais tourner ma petite roue de la fortune là et la question qui sort c'est qu'est-ce qui fait que toi tu te lèves tous les matins, qu'est-ce qui te sort du lit? En fait, on parle beaucoup en management de comment on motive les équipes, comment on motive les gens à bosser. En fait, on parle assez rarement de la motivation du manager lui-même. Toi, à titre personnel, Morad, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin, hein? Ça va être étonnant, mais Quel en suspense! fait, ce qui motive, c'est plus humain. C'est-à-dire, en fait, moi, j'adore, en fait, de voir l'évolution des personnes avec qui je travaille. Euh, et à tous les niveaux, on peut apporter à des pairs, mais en fait, on peut apporter également à des personnes, en fait, qui sont dans nos équipes. Et moi, ma plus grosse fierté, c'est de voir, en fait, que j'avais des personnes, en fait, dans mes équipes précédemment qui sont aujourd'hui des directeurs et des partenaires, et j'en connais quelques-uns. Et ça me fait un très grand plaisir. De même, euh, par rapport, en fait, aujourd'hui à ma mission actuelle, euh, enfin, voilà, ce qui me fait plaisir et ce qui me fait vraiment, ce qui me donne envie d'aller tous les jours au travail, c'est d'aller rencontrer, en fait, des personnes et continuer à les supporter, à les pousser vers euh, à donner, en fait, le meilleur d'eux-mêmes et progresser encore dans leur carrière. Moi, c'est ça, en fait, le côté vraiment essentiel qui me motive à travailler tous les jours, au-delà, bien sûr, voilà, de mes motivations un peu plus personnelles, en fait, à essayer de faire mon travail de la meilleure du manière et satisfaire les attentes de mes supérieurs. C'est intéressant, c'est lié à la question qui sort après. Comment toi tu progresses? C'est-à-dire en fait, on se rend compte que dans des jobs opérationnels, bah en fait, on progresse parce que bah on augmente la vélocité dans l'exécution, on est plus rapide ou plus efficace à structurer les choses, ou on anticipe mieux, etc. En management, donc sur ces aspects de leadership, c'est un peu différent et on se rend compte qu'en fait, les managers, ils ont souvent eux-mêmes une façon de progresser, soit en consommant des contenus, soit voilà. Comment toi, tu essayes de continuer de progresser dans ton rôle en général? Je progresse jamais tout seul, hein. Comme je disais tout à l'heure, généralement, quand on vient chercher un manager, c'est qu'il y a vraiment peut-être, en fait, des enjeux, des challenges un peu particuliers qu'on peut pas
qu'on peut pas atteindre tout seul. Donc en fait, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des soldats avec soi dans l'équipe, c'est d'instaurer un climat de confiance dans l'équipe et de fidélité aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, la clé du succès pour réussir en fait déjà soi-même en fait dans sa mission, c'est d'avoir une équipe qui marche, qui fonctionne. Pour moi, en fait, on peut jamais atteindre un résultat tout seul. Ok. Surtout quand on travaille dans des structures euh, assez grosses comme les Mhm. cabinets d'audit où j'ai travaillé auparavant ou une grande compagnie d'assurance comme, comme là Comme où actuellement. j'évolue aujourd'hui. Mhm. Ouais, Ok. en fait, avec des équipes assez conséquentes. Voilà. C'est important, en fait, d'avoir cette dynamique d'équipe. Ok. La question qui vient là, c'est la question sur le manager et le manager de manager. Tu sais, tu parles justement des grandes organisations et dans les grandes organisations, il y a cette hiérarchie et finalement la question c'est souvent, bah, c'est difficile de se répartir les rôles entre ces deux niveaux hiérarchiques. C'est quoi ta vision sur finalement l'engagement du manager et l'engagement du N+2 par rapport aux équipes? Enfin, comment toi, tu as eu l'habitude d'organiser ça? Est-ce que c'était toujours la même chose ou est-ce que tu changes à chaque fois? Enfin, comment tu gères ça, toi? Euh, euh, Là, tu parles en fait de moi en tant que N+2 ou en tant que N-2 Bah, là dans l'organisation? toi au-dessus, toi plutôt au management, toi plutôt au management. C'est de se dire comment D'accord. toi, quand tu es en N+2, avec tes finalement tes N-2, tu gères cette répartition de tâches aussi en accord avec la personne qui les gère. Ouais, très bien. Euh, alors, pour moi, justement, en fait, ce qui est important, enfin, c'est de voir est-ce qu'il y a la nécessité, en fait, d'avoir ce N-1 dans l'équipe ou pas, ou travailler en direct avec les différents collaborateurs directement. Et moi, dans mon expérience, en fait, actuelle chez Cardiff, j'ai été confronté à cette situation, c'est-à-dire, je me retrouve euh, dans une équipe où je dois gérer quasiment tout le monde en direct. Sauf que en termes en fait justement de responsabilité, parce qu'il n'y a pas que les tâches opérationnelles, il y a également en fait les tâches de contrôle et de supervision. Bien sûr. Donc là, j'ai trouvé opportun de mettre en place, même dans l'organisation, des N-1 qui gèrent en fait justement les différents collaborateurs. Donc on a dû s'organiser en fait en trois sous-départements, on va dire, etc. Parce que c'est comme ça qu'on a estimé que c'était efficace en fait de fonctionner pour sortir en fait les délivrables, etc. Pour moi, c'est pas parce qu'il y a N- et puis en fait les autres collaborateurs dans l'équipe qu'il faut perdre cette proximité. Je suis très accessible en fait à tous les collaborateurs. Mais bien Ok. sûr, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de donner cet espace aux différents superviseurs, managers en fait que j'ai dans l'équipe pour qu'ils puissent aussi euh, avoir de la marge de manœuvre, enfin, et garder en fait cette ingéniosité et cette marge de manœuvre en fait dans le management et les aider à progresser en fait dans le management. Ok. Donc être présent sans toutefois être étouffant par rapport au N-1 quoi. Mhm. C'est intéressant parce qu'en fait, souvent, on a l'impression que le sujet des couches hiérarchiques vient du fait qu'on doit faire progresser des gens d'un point de vue HR, alors que toi, dans ton contexte à toi, tu l'as amené par une nécessité opérationnelle pour de la revue de travaux et des choses comme ça. C'est d'abord la nécessité opérationnelle qui a fait émerger le besoin d'avoir quelqu'un entre les deux. Et donc, du coup, la question s'est posée dans des termes un petit peu différents. Et après, effectivement, bah, tu cherches une zone par écart. C'est intéressant comme. Exactement, parce que pour moi, en fait, faire évoluer les personnes d'un point de vue HR, rien que pour rien qu'en mettant des grades paliers ou des grades de responsabilité, pour moi, c'est pas forcément productif parce que là, on se retrouve à prendre des décisions plus HR qui ne sont pas forcément en adéquation avec l'organisation optimale qui doit être établie pour répondre aux besoins du département.
Mais pour moi, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir justement aider les personnes à avoir un bagage, on va dire, technique important, développer leurs soft skills en parallèle pour les aider peut-être à évoluer même en dehors du département quand on se retrouve dans des structures assez grandes, dans des grandes compagnies comme ça. Bon, les évolutions, en fait, d'évolution ne sont pas forcément cantonnées au département qu'on gère. En l'occurrence, pour moi, c'est le département comptabilité générale. Mais les évolutions peuvent être un peu euh, à différents niveaux en fait de la compagnie. Et du coup, justement, en fait, former convenablement en fait les différentes personnes, les managements de demain, permettent aussi en fait d'assurer un turnover réussi. Donc, en fait, ces Mhm. personnes-là vont pouvoir justement rédiger les modes opératoires, former en fait les personnes enfin, qui vont reprendre le relais demain. Et pour moi, c'est comme ça. Enfin, ça doit tourner. Enfin, pour moi, c'est important. En fait, c'est difficile pour moi de concevoir un- pour moi, c'est très difficile de m'imaginer en fait un endroit euh, pendant plus de 10 15 ans. Donc, forcément, il faut du renouveau et pour donner de l'intérêt à ce qu'on fait. Ah, c'est intéressant parce que la dernière question qui sort, c'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Aujourd'hui, tu es parti dans du conseil. Alors après, tu as pris une spécialité finance, mais j'ai le sentiment dans ce que tu mets en place qu'en réalité, tu donnes plus d'importance à cette, à ces rôles globaux. Toi, tu as déjà une vision sur finalement comment tu veux mobiliser ce truc-là à long terme dans ton projet pro ou où est-ce que tu en es là-dessus? Peut-être pas, hein. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, j'ai plus cette habitude à travailler dans des grandes entreprises, etc. Mais j'ai quand même, en fait, une envie, une ambition, peut-être, en fait, de créer ma petite structure, Ok. et voilà, d'évoluer peut-être toujours, en fait, dans la finance, mais en Dans un mode travaillant entrepreneur? peut-être un mot. Ouais, voilà. Peut-être, Ok. mais aujourd'hui, je suis pas prêt tout de suite. Mais c'est quelque chose, en fait, que j'ai dans un coin de ma tête. Ouais. Ok, merci pour cette transparence en tout cas. Écoute, Mourad, merci beaucoup. On a passé une petite demi-heure ensemble. Est-ce que tu penses à un leader ou une leader qui serait pas de ta société? Donc, l'idée est d'essayer d'avoir un peu de diversité. Que tu penses qu'il faudrait que j'invite sur ce podcast et qui aurait des trucs intéressants à me raconter? Là, tout de suite, non, je pense pas forcément à quelqu'un, mais enfin, si tu peux juste me donner un petit instant Je te donnerai. et Non, bah, tu j'essaierai pourras me de l'envoyer en communiquer à la suivi. bonne personne. Ouais, Ouais, voilà. voilà, l'idée, c'est pas qu'on l'ait là, mais c'est vrai que souvent, c'est une façon pour moi d'aller chercher des nouvelles personnes en dehors de mon écosystème direct pour justement bah, aller chercher des best practices. Écoute, Morad, en tout cas, c'était intéressant d'avoir cette discussion avec toi. On a été un petit peu challengé sur la connexion, mais vraisemblablement, avec un tout petit peu de montage, ça devrait marcher, mais on promet qu'on n'a enlevé aucun contenu et que le seul montage qu'on a fait, c'était pour gérer ces connexions. Et c'était très chouette de t'avoir avec moi. En tout cas, merci beaucoup, Morad. Très bien, bah, c'était un plaisir pour moi de passer ce moment de partage avec toi, Romain. Et bon, ben, vraiment, je conseille de manière très, très, très forte tout le monde, en fait, voilà, de vivre cette expérience. En tout cas, c'était très bien pour moi, très enrichissant. Et puis, ça me ferait plaisir de rééchanger à ta convenance. On va avoir cette, Merci cette beaucoup. occasion, il n'y a aucun problème. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, bah, à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!